Chers conférenciers, chers participants, chers invités, je voudrais remercier l'Institut Schiller de m'avoir invité au nom de notre parti, la Ligue panafricaine Umoja Congo, et de la coordination Wa Parti politique panafricaniste, dont j'assure la présidence, à prendre la parole pendant cette conférence importante internationale. Je remercie également l'ensemble des conférenciers pour la qualité des interventions livrées avant ma prise de parole. Le thème de cette conférence est donc établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour toutes les nations. Et mon intervention est basée donc sur le thème suivant: qu'est-ce que l'Afrique peut attendre du reste du monde? Mesdames et messieurs, le conflit russo-ukrainien qui déchire précisément l'Europe sur son flanc est est une véritable préoccupation à cause du drame humain immédiat et direct qu'il génère, mais aussi par ses conséquences indirectes sur le plan économique bien au-delà de la zone de confrontation. Or, comme toute crise géopolitique, le plus souvent accompagnée de guerre, elle est d'abord et avant tout une conséquence des permanences géopolitiques propres à l'Occident, qui pour la première fois a connu depuis le Moyen-Âge l'une de ses plus longues périodes de stabilité, de 1945 à 2022, soit 77 ans. L'on a tendance à oublier qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'hypocrisie des vainqueurs les a conduits à vouer aux gémonies la géopolitique, la traitant de science nazie, ayant fourni à Hitler des justifications scientifiques et idéologiques de l'espace vital, de la volonté de conquête et de domination. Même l'Union soviétique de Staline avait interdit l'enseignement de la géopolitique, la traitant de discipline maudite d'une Allemagne maléfique et qu'elle serait consubstantielle du nazisme. Or, à y voir de près, en dehors des considérations idéologiques racistes du régime allemand, la deuxième guerre de 30 ans, 1914-1945, est une résultante des rivalités, des géopolitiques des puissances européennes qui remontent au siècle passé et qui n'ont jamais d'ailleurs cessé. De façon périodique, chaque puissance européenne a tenté d'imposer son hégémonie sur les autres. On se rappelle de l'Espagne de Charles V puis de Philippe II, de la France de Louis XIV puis de Napoléon, de l'Allemagne de Guillaume II puis de Hitler, etc. Ainsi, chaque fois qu'une puissance européenne a manifesté un excès d'appétit, la résistance des autres s'organise afin de la neutraliser. Par conséquent, chaque puissance européenne va bâtir une géopolitique à la fois de protection et de conquête en recherchant un espace vital en Europe et en dehors si possible. C'est le début de ce que l'on appelle la course au clocher, c'est-à-dire la transposition des conflits géopolitiques européens en Afrique en vue de la conquête d'espaces vitaux et surtout du partage de l'Afrique. Deux types de puissances impérialistes européennes s'affrontent sur l'Afrique. Il s'agit d'une part des vieilles puissances coloniales comme le Portugal, la France et l'Angleterre, et d'autre part des jeunes impérialismes qui sont donc l'Allemagne et la Belgique. La conférence de Berlin de 1884 à 1885, sous la houlette de Bismarck, en vue d'établir des règles qui devaient organiser la colonisation, est le premier signe, en tout cas acte moderne, d'exploitation concertée et consciente des puissances européennes, en dépit de leurs conflits séculaires d'une part, et des proclamations des droits de l'homme d'autre part. Morcelée en zone d'influence des puissances européennes, l'Afrique ne cessera de servir, dès la fin du XIXe siècle, de pourvoyeuse en ressources naturelles et minières des ambitions géopolitiques à toutes les puissances européennes et occidentales. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances gagnantes et régnantes d'alors, qui ont redessiné les contours des nouveaux rapports de force mondiaux, n'ont dû céder aux revendications de décolonisation que de façon formelle dans les années 1960. Car en dépit de l'accession de plusieurs pays africains à la souveraineté internationale, la plupart des dirigeants politiques qui souhaitent donner aux indépendances une vraie réalité économique et culturelle ont été écartés ou assassinés. C'est le cas de Patrice Lumumba, qui est le cas le plus emblématique, qui a été assassiné par une coalition belgo-américaine en janvier 1961, dès l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Lumumba ouvrira une longue liste des patriotes africains victimes de l'impérialisme occidental. Aussi, à la chute du mur de Berlin, précisément à la fin des années 1980, les puissances occidentales ont indiqué qu'il n'y avait plus de raison de soutenir les dictatures en Afrique, que l'heure était à la démocratie. Là aussi, la désillusion africaine est grande. Les zones d'influence et les précarés, en dépit des mutations mineures,
sont restés branchés aux géopolitiques de chaque puissance extra-africaine. Même l'arrivée des nouvelles puissances émergentes, telles que la Chine, n'y change pas grand-chose. Pour nous résumer, l'Afrique, engluée et morcelée en zones d'influence et espaces vitaux, est le sous-produit des géopolitiques principales des puissances impérialistes occidentales, structurées et organisées depuis le 19e siècle. Ces géopolitiques occidentales s'appuient sur une frange de l'élite africaine, appâtée par le gain individuel, qui sert d'écran aux véritables maîtres. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui n'a jamais été aussi vivace qu'aujourd'hui, à travers toute une série de mécanismes. Accords de défense justifiant la présence des bases militaires, le contrôle monétaire tel que le franc CFA, les accords commerciaux léonins, le maintien des économies extraverties, les dettes odieuses, etc., etc. Or, ces zones d'influence sont des espaces de chaos organisés dans lesquels pullulent les dictatures crapuleuses de toutes sortes. Par conséquent, ceci ne favorise aucun développement viable. Tenez, entre les années 1960 et la fin des années 1980, la veille de la chute du mur de Berlin, l'instabilité et le chaos organisé en Afrique se sont matérialisés par 71 coups d'État militaires aboutis contre 118 tentatives de coups d'État. Depuis le retour du multipartisme, si les coups d'État militaires ont diminué, on a assisté néanmoins à une nouvelle catégorie de coups d'État civils, violation et manipulation des constitutions en vue de conserver le pouvoir d'État, trucage des élections à travers le contrôle des commissions en charge d'organiser les élections, etc. À la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique peut attendre du reste du monde, l'Afrique attend que l'Occident cesse avec ses ambiguïtés et son hypocrisie. En réalité, les traditions géopolitiques occidentales ont certes muté à bien des égards, mais leur structure reste la même. Les géopolitiques de la mer pour l'Angleterre, les géopolitiques continentales pour l'Allemagne, les géopolitiques de la forteresse pour la Russie ou les géopolitiques de la défaite pour la France ont fait leur aggiornamento au regard des différentes révolutions qui se sont produites au fil du temps. Mais elles ont besoin d'espaces vitaux pour continuer à maintenir des positions de puissance dans le concert des nations. Car, sans la double révolution de l'atome et du missile, la guerre russo-ukrainienne allait embraser toute l'Europe et entraîner avec le monde entier, comme l'Occident sait bien le faire. C'est pourquoi nous réitérons cet appel à la fin de l'hypocrisie occidentale. L'Occident doit cesser avec la géopolitique afin de se débarrasser des complexes de puissance nuisibles. Les Africains savent que personne ne les libérera de cette longue servitude imposée par l'Occident à travers des roitelets africains. La libération de l'Afrique sera fille de l'insurrection des consciences qui gagnent chaque jour la jeunesse africaine à travers le panafricanisme. Car pour nous, la paix dans le monde passe par la reprise en main et le contrôle des zones d'influence africaines qui nourrissent les ambitions des puissances extra-africaines. Le panafricanisme se propose de priver toute puissance ambiguë des ressources africaines afin de s'en servir exclusivement au bien-être des populations africaines. En créant les États-Unis d'Afrique, l'Afrique morcelée ne sera plus cette proie au service des puissances extra-africaines. En réunifiant le continent africain, le panafricanisme permet aux Africains, en toute souveraineté, de réaliser leur renaissance en reposant le problème des frontières dans un cadre apaisé et réconcilié. Quoi qu'il en soit, en ces temps inquiétants, le panafricanisme demeure fidèle à l'esprit de Bandung ou d'afro-asiatisme exprimé en 1955 en face de l'axe de la puissance de Washington à Moscou. Un autre axe fut tracé d'Accra à Jakarta, basé sur la non-violence et le non-alignement. Umoja ni nguvu, l'union fait la force. Je vous remercie.